Écoute, bienvenue dans le podcast, Xavier. Merci beaucoup. Et non, je me suis pas trompé de prénom. T'es le premier Xavier que je reçois dans The Big Shift, après 140 épisodes. J'ai eu un paquet de 3, 4, 5 invités qui avaient le même prénom. J'ai eu plein de Marines dans le podcast. Mais c'était le premier Xavier et ça fait bizarre et plaisir à la fois. Bah écoute, ravi d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, tu t'appelles Xavier Durand. Tu as travaillé en start-up en France et à New York. Et puis récemment, tu as créé une boîte qui s'appelle Chili Club. Tu vas nous raconter un peu tout ce que tu fais avec eux. Mais l'idée, c'est de se dire, tu as créé un réseau social basé sur l'IA pour permettre disons, aux citoyens lambda de devenir des activistes, entre guillemets. Et du coup, je trouvais ça intéressant et ça a un peu piqué ma curiosité quand on s'est rapidement parlé sur LinkedIn. On a eu l'occasion d'échanger pour que tu me racontes tout ça. Et du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre toi, ton rapport à l'écologie, ton rapport à la technologie. On pourra échanger aussi là-dessus et puis que tu nous racontes ce que vous faites avec Chili Club. Ok. Et écoute, pour commencer, n'hésite pas à te présenter. On va démarrer comme ça. Ça roule. Donc Xavier Durand, effectivement, j'habite à New York. Je suis dans le domaine de la tech depuis très longtemps parce que j'ai commencé à développer mes premiers sites internet quand j'avais 11 ans. Ah ouais, ok. Donc ça fait longtemps que je suis dans les lignes de code et dans les écrans noirs. C'est ma passion. Après l'école, j'ai monté une boîte qui s'appelle Aircall, qui est une boîte qui est un SaaS B2B, donc quelque chose de très très business. On a eu la chance de passer plein d'étapes de start-up et de faire grossir cette entreprise à plus de 700 personnes quand je suis reparti. Donc je suis parti de cette entreprise il y a 3 ans maintenant. Et j'avais besoin de faire un break après cette expérience qui est allée très très vite et très très loin. Donc je me suis acheté une petite maison au nord de New York. J'habite à New York, donc j'ai acheté une petite maison au nord de New York dans la campagne. J'avais besoin de voir du vert. J'ai commencé à couper du bois, à retaper un peu cette maison. Et il y a ce petit cheminement dans ma tête qui se disait j'ai fait quelque chose en B2B, SaaS, une startup, c'était chouette, j'ai rencontré plein de monde, une expérience humaine incroyable. Maintenant, est-ce que je serais capable de réutiliser les compétences que j'ai apprises sur un domaine à impact ? C'est là que j'ai commencé à réfléchir à une possible première forme de qu'est-ce que pourrait être Chili. Et en parallèle de ça, je discutais avec plein d'entrepreneurs en France et à New York. Et un domaine qui se démarquait quand même énormément, c'est le domaine de l'activisme, qui est un mot qui fait extrêmement peur en France. On parle souvent d'éco-terrorisme, d'activisme, et je serais curieux de savoir un peu ta définition de l'activisme. Aux États-Unis, tout le monde est un peu activiste. Tout le monde a une cause à soutenir. Tu as l'activiste Black Lives Matter, tu as l'activiste pour LGBTQ, IA+. Tout le monde a une forme d'activisme à représenter. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis demandé est-ce qu'il était possible de faire un activisme accessible à tout le monde. Et donc, là est née effectivement l'idée de Chili, que tu as très bien résumé. Une application sociale qui permet à tout un chacun de devenir activiste. Ok, hyper intéressant. Ma définition de l'activisme, mais tu as raison, j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu différent. J'ai l'impression que dans beaucoup de pays, on le voit plutôt comme l'équivalent de ce qu'on dirait nous être l'engagement, alors qu'en France, on voit plutôt comme du militantisme. Et du coup, en fait, il y a vraiment ce truc, quand tu as un sujet qui te tient à cœur, en France, on dit que tu es engagé, mais on ne dit pas forcément que tu es militant ou que tu es activiste. Alors que dans d'autres pays, je pense que la frontière est peut-être plus rapide entre quelqu'un qui va prendre la parole une fois sur un sujet, c'est un activiste, et du coup, forcément, évidemment, c'est beaucoup plus mesuré comme terme qu'en France. Et donc, je pense que nous, on a ces différents termes entre l'engagement, le militantisme et l'activisme, qui fait qu'on a peut-être une échelle qui est un peu plus profonde dans ce terme-là. Exactement. Tu as hyper bien résumé la différence. Pour moi, c'est exactement ça. Je rajouterais une petite notion du traitement médiatique qui est fait sur les activistes et militants en France, qui sont très souvent dénotés comme, encore une fois, un peu extrémistes, éco-terroristes. On entend vachement ces mots associés. Alors que finalement, un activiste, c'est juste un citoyen qui fait entendre sa voix, un peu plus vocalement que n'importe quel autre citoyen, et qui fait avancer des sujets de société. Mais écoute, hyper intéressant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, qui est un parcours de start-up tech.
on voit souvent ça un peu à l'envers des enjeux de transition écologique. Alors, on n'a pas expliqué ce que c'était que Aircall, mais en gros, c'est un logiciel SaaS qui permet qui permet à des entreprises de mieux gérer leur vente marketing, leurs équipes sales, c'est ça? Ouais, avoir un système de téléphonie sur Internet qui effectivement s'adresse aux équipes commerciales, les supports. Tu as un numéro de téléphone avec lequel tu peux passer et recevoir des appels, donc pour gérer tes appels de support, tes appels commerciaux, etc., etc. Et ça partout dans le monde. Je trouverais hyper intéressant si tu arrives à me donner un peu ton état quand tu as monté cette entreprise dans comment est-ce que tu faisais. Est-ce que tu avais déjà un engagement par ailleurs? Est-ce que tu avais déjà une conscience écologique? Tu as commencé ça en 2014, c'est ça? Exactement, ouais. Sortie d'école. Comment est-ce que, enfin, c'était quoi ton état d'esprit vis-à-vis de la façon dont tu menais ta boîte et ce sur quoi tu te renseignais au quotidien? Alors, pour être très honnête, au tout début, on est 4 cofondateurs. On est resté 4 très très longtemps pour essayer de construire le produit, essayer de trouver notre marché. Est-ce qu'on voulait faire quelque chose en France, en Europe, aux US, etc. Donc, on a mis un peu de temps à se chercher et à avoir un produit qui fonctionnait. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Si tu demandes à l'écosystème français qu'est-ce que veut dire Aircall, je pense qu'on peut dire résilience. Ça nous a pris 3-4 ans à avoir un produit qui fonctionnait, avoir des clients un peu contents, etc. Jusqu'à réussir à construire cette belle entreprise qui est maintenant Aircall avec plein d'employés un peu partout dans le monde. Sur la partie écologique, je vais être très transparent. J'avais pas vraiment de conscience écologique. Ouais. J'ai grandi à la campagne, donc j'avais un rapport à la nature très très forte. Je pense que c'est pour ça qu'on a acheté une maison de campagne à New York aussi. J'avais besoin de reconnecter avec la nature, mais j'avais vraiment jamais ouvert le grand livre du climat. Et c'est pendant ces 2 ans de période de transition où j'ai commencé à ouvrir le livre du climat, à écouter énormément de conférences, de podcasts, comme le tien d'ailleurs. Le tien était extrêmement utile dans mon cheminement. Ah bah, j'en Et suis de me ravi. renseigner un petit peu sur quel était ce gros problème. Et je me suis demandé, en fait, en étant entouré d'autant de personnes intelligentes, d'entrepreneurs en France et aux US, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'entrepreneurs qui se jetaient sur ce sujet. On a besoin de toutes les petites mains, on a besoin de tous les cerveaux qui se focalisent sur ce grand sujet qui est l'écologie et le climat. Et ça a été presque une source de frustration pour moi, de me dire, mais attends, je suis entouré au quotidien d'entrepreneurs brillants. Pourquoi il n'y en a pas un plus gros pourcentage qui se focalise sur ce sujet? Donc j'ai commencé à être extrêmement vocal dans mes groupes d'entrepreneurs autour de moi, à embêter un peu tout le monde, à se poser cette question de l'écologie, du sens de ce qu'on est en train de faire. Et je pense avoir réussi à réveiller quelques petites consciences à ma petite échelle. Donc ça, je me suis dit, en fait, en étant vocal, tu peux commencer à faire un petit cheminement chez les gens. Et je pense que ça a aidé aussi un petit peu à la construction de Chili, en me disant, bah, si on arrive à être un peu plus vocaux tous ensemble, peut-être qu'on peut réussir à générer un mouvement. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où tu étais encore chez Aircall et où tu te posais toutes ces questions-là, quand tu disais que tu étais vocal, donc que tu étais probablement activiste dans ta bulle, dans ton réseau sur ces sujets, est-ce que tu étais encore chez Aircall à ce moment-là? Comment est-ce Non, que tu... Non, ok, d'accord. très honnêtement, je pense que quand tu es dans une startup, et c'est la vie de tout entrepreneur, tu es à 200% le cerveau concentré sur ton produit, tes équipes, où est-ce que tu l'emmènes, la stratégie, quels sont les problèmes du quotidien. Et en fait, tu as très peu de temps de cerveau pour autre chose, pour ta famille, pour tes activités. Et c'est une passion, quoi, l'entrepreneuriat. Donc, très honnêtement, non, j'ai pas eu le temps de me focaliser là-dessus. Et je pense que lorsque j'ai réussi à fermer le chapitre d'Aircall, il m'a fallu 2-3 semaines de repos, à m'asseoir sur mon canapé, à regarder une série Netflix, à vraiment débrancher mon cerveau pour commencer à pouvoir réfléchir à autre chose. Et pour moi, ça a été un peu incompatible d'avoir une nouvelle pensée, un nouveau combat à mener, alors que tu es encore tellement dans le dur et dans le jus du quotidien d'une startup. Est-ce que tu peux... Par contre, ce que je rajouterais peut-être, c'est la similarité entre le milieu des entrepreneurs et le milieu des activistes. Quand tu démarres ton entreprise, ta boîte, tout le monde te dit « mais t'es complètement fou, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de moyens, t'as pas d'argent, t'as pas d'équipe, t'es tout seul, le produit marche pas. » En fait, il n'y a rien qui marche et tout le monde te pose un peu des questions sur « waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et là, tu fais ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et il se passe pas grand-chose, jusqu'au moment où, avec un peu de chance, ça part. Le milieu de l'activisme, c'est la même chose. Au début, tu as une personne
qui commencent à se rendre compte d'un problème et qui commencent un peu à se révolter et à dire il faut qu'on se batte pour ou contre ce sujet-là. Et t'as pas d'argent, t'as pas d'équipe, t'es tout seul. C'est exactement la même chose qu'être entrepreneur. Et tu te bats. Et tout d'un coup, tu commences à avoir des gens qui rejoignent ton combat, à former une équipe. Et là, tous ensemble, en fait, tu commences à faire quelque chose de très, très grand. Donc, en fait, il y a énormément de similarités entre le milieu de l'entrepreneuriat et le milieu de l'activisme. Et c'est ça que tu as réalisé quand tu t'es dit, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'était le truc de, en fait, je sais déjà le faire. C'est juste, c'est la même chose, quoi. En fait, je sais, tout le monde m'a dit, ça ne marche pas. Aircall, ça ne marche pas. À Paris, on était pendant quelques mois, voire années, un peu la risée des startups parisiennes parce que le produit ne marchait pas. Et je dois l'admettre, le produit n'était pas au niveau qu'on l'aurait espéré. Et maintenant, les gens connaissent Aircall. Et donc, je sais par où il faut passer. Je sais que tu as des grands no man's land à passer tout seul ou avec ta toute petite équipe à travailler, à être parfois un peu plus vocaux. Donc, les gens entendent parler de toi. Parfois, tu te remets dans ta grotte et tu travailles. Et c'est la persévérance, en fait. Et ça, je pense que c'est une bonne définition de l'entrepreneuriat et de l'activisme. Est-ce que tu peux me présenter un peu Chili Club, me dire, parce qu'on a dit, voilà, réseau social, on a donné un peu tous les mots-clés qui feraient fuir l'écolo classique, réseaux sociaux, IA, New York, le starter pack, en gros, de l'anti-activiste. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qui est fait? Je rentre pas dans ta thèse podcast, c'est vrai. Donc effectivement, Chili, c'est une app mobile, pour l'instant disponible que sur iPhone, malheureusement, donc encore quelque chose à cocher pour les écolos. App mobile sociale pour le changement climatique. Donc on est très orienté Gen Z et Millennials, donc de 18 à 35 ans. On crée une communauté de gens qui soutiennent des campagnes, donc des campagnes pour le climat. Et l'idée initiale, c'est en tant qu'utilisateur, on va te proposer une action à faire pour le climat par jour. Et on ne parle pas d'actions individuelles. On pense effectivement que les actions individuelles sont importantes, mais pas suffisantes. Il faut qu'on réussisse à se coordonner tous ensemble sur des sujets qui sont un peu plus grands. Un bon exemple, je pense que tu as entendu parler de la campagne de Camille Etienne récemment sur les PFAS, donc ces polluants éternels qui sont dans les poêles, dans les vêtements pour pompiers, dans la wax des surfs, etc. Exactement. Et je vous recommande d'ailleurs son documentaire Toxic Bodies, qui est absolument fabuleux et qui a été tourné en 1 mois et demi, 2 mois. C'est des malades. Ouais. C'est des malades. Ouais. Et donc, du coup, cette campagne, en fait, la partie digitale, c'est opérée sur Chili. On a une communauté de 2000 personnes qui a rejoint Chili en moins d'une semaine et qui se sont organisées entre eux et ensemble pour faire des actions digitales. Donc, pour contacter leurs députés par email, pour appeler des journalistes au téléphone, pour essayer de créer une mobilisation en ligne un peu du jour au lendemain. Et donc, du coup, effectivement, on a eu plein d'activistes qui étaient sur le terrain à discuter en direct avec les députés. Par contre, pour que ces activistes aient accès aux députés, il faut que les députés se rendent compte de l'urgence et de la mobilisation derrière. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait énormément de bruit en amont sur la partie digitale, donc des emails, des réseaux sociaux, des coups de téléphone, des reviews sur des endroits sur Google Maps. Il faut vraiment, on essaie d'être un peu partout pour que les gens avec qui on va discuter derrière, soient vraiment au courant et se disent « Waouh, il y a vraiment une mobilisation citoyenne qui est derrière ce sujet. » Voilà. Ok, c'est super intéressant. Tu vois, quand tu m'as expliqué ça, quand tu m'as expliqué ce que vous faisiez, ça m'a fait penser à 2 projets. Le premier, c'est effectivement celui de Camille Etienne qui a réussi à... Alors elle le fait sur les sujets sur lesquels elle est activiste, mais elle a réussi à fédérer une première communauté sur Instagram où là, pour le coup, via un canal de diffusion Instagram, elle arrive à mobiliser les foules sur tous ces nouveaux projets. Alors, c'était l'Epifas et puis après, c'est la pêche intensive avec l'association Bloom. Et puis ensuite, là, c'est le transport maritime. Elle va en Grèce et en fait, elle arrive à motiver et à mobiliser sa communauté via un canal Instagram sur des centaines de sujets différents. Et le deuxième sujet auquel ça me faisait penser, c'est celui de Florian Gauthier qui est passé dans le podcast, qui s'appelle laréserve.tech, qui est en fait un projet qui permet à n'importe qui à des moments de crise, alors que ce soit des crises écologiques ou différentes, pendant le Covid, ils avaient été la première application citoyenne à avoir permis de faire de la mesure en live des cas Covid, des resurgences, etc. Et du coup, c'est vraiment de la mobilisation éclair. Et je trouve que ces 3 projets, ils sont hyper complémentaires. Et j'ai l'impression qu'on se dirige aussi d'un point de vue communauté et activisme vers ce genre de
task force hyper rapide et hyper efficace. Et voilà, je trouve que ça s'intègre hyper bien et c'est un super projet. Et le nerf de la guerre dans ces 3 projets que tu as cités, c'est la communauté en fait que tu vas réussir à créer. Effectivement, Camille est très très forte à raconter une histoire, à engager une communauté sur des sujets et à créer ce qu'on appelle des momentum. Donc elle va dire bon mais cette loi va passer dans 3 semaines. Ok, c'est le moment. Absolument, dans 3 semaines on fasse tout ce qui est possible pour réussir à discuter de cette loi-là. Donc Camille est extrêmement forte à ça, à raconter ses histoires. Maintenant la question c'est comment on duplique Camille et comment on réussit, on n'arrivera jamais à la dupliquer, mais comment on réussit à créer un maximum de personnes qui soient capables de prendre des sujets locaux ou globaux et réussir à être suffisamment vocaux, à créer une communauté autour d'eux et à fédérer une communauté et à réussir à avoir suffisamment d'impact. Donc ça c'est un peu la thèse de Chili. Je dois avouer que des personnes comme Camille, Adélaïde, toutes ces activistes, Roman sur Stop Hiccup, toutes ces activistes ont été une énorme source d'inspiration et de me dire en fait, il y en a, ça existe. Maintenant, comment on leur donne les outils pour aller plus loin et plus vite? Comment on leur donne des communautés si ils ou elles n'ont pas de communauté? Et derrière, comment on crée le lien entre une communauté de gens qui seraient intéressés par faire des actions mais qui ne sont pas forcément activistes et d'autres personnes, des activistes qui auraient besoin d'une communauté pour passer à l'action. Tu l'as monté tout seul ce projet? Non, alors, tu vas connaître Mélusine, qui était sur ton podcast il y a quelques jours, semaines. Exact, Qui était avec nous au début. Donc, Mélusine était avec nous. Elle a été fondamentale sur la partie psychologie de comment on parle climat. Donc, tout ce qu'elle t'a raconté dans le podcast a été appliqué sur Chili. Donc, on a une marque qui est positive. On n'est jamais négatif dans la manière dont on communique avec nos utilisateurs, avec nos activistes. Donc, elle a été hyper utile pour nous au début. Après, il a fallu qu'elle choisisse entre son PhD et Chili. Elle a pris l'option PhD et c'était sa passion depuis toute petite. Donc, on l'a laissé partir. Donc, on avait Mélusine au début. On a Julien Le Drogo qui vient du monde du VC, lui. Donc, il est VC à impact. D'ailleurs, il a investi dans plein de boîtes impact climat. Donc, une connaissance plus holistique du sujet. Et ensuite, on a Christian Vanizette, qui est le fondateur de Make Sense, une grosse ONG française qui est maintenant... Ils sont 5 ou 6 au moins cofondateurs, je crois. Ouais, ils sont nombreux, ouais. C'est un modèle un peu open source, chacun prend les sujets qu'il veut et peut monter sa petite entité dans Make Sense. Et donc, Christian qui vient avec la casquette Impact. Donc, si tu regardes un peu les 3 cofondateurs de Chili, on en a un qui est plutôt produit tech et qui est capable de scaler un sujet à des milliers d'utilisateurs. L'autre qui sera plutôt impact activiste, ça c'est Christian, et l'autre qui vient plutôt du monde du VC qui sera capable de regarder des sujets un peu froidement et de prendre des décisions un peu plus techniques, disons. Trop cool. En regardant, oui, j'ai juste ça à dire et je le dis pas trop souvent d'ailleurs, mais j'avoue que ce projet-là particulier me parle et je sais même pas encore parfaitement pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été craqué, tu vois. La chose qu'on entend très souvent, c'est, alors je vais le dire en anglais, c'est la daily dose of purpose. Donc c'est ta dose quotidienne de bonne action. Et en fait, c'est un peu ça qu'on a réussi, je pense, à craquer. On l'a pas vraiment fait exprès, mais tous les jours, on te donne l'action qui, selon nous, va correspondre le mieux à ton système de valeurs. Donc lorsque tu rentres dans l'application, on te pose un certain nombre de questions et on construit un système de valeurs qui est associé à toi. On sait que tu préfères sauver les baleines, que tu n'as pas trop envie de parler de ce qu'on appelle des carbon bombs, on pourra y revenir un peu plus tard, et que tu es plutôt en France. Et donc, du coup, avec ce système de valeurs-là, on va te dire, du coup, on a une campagne que Camille Etienne a portée pour la protection des océans, deep sea mining. A priori, c'est des actions qui t'intéressent. Et donc, tous les jours, on va te donner des actions qui sont dans ce contexte-là. Et on va te créer cette petite histoire. Et donc, toi, au quotidien, activiste canapé, tu seras assis sur ton canapé, tu auras un gros bouton sur lequel cliquer et en 30 secondes, tu auras eu de l'impact. Et en plus, tu vas te rendre compte qu'il y a une communauté de personnes derrière. Tu n'es pas tout seul à avoir envoyé cet email. Vous êtes 150 ou 200 personnes qui ont envoyé cet email. Et ça, je pense que c'est assez puissant en fait comme sentiment. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Et tu disais activiste canapé. Toi, sur LinkedIn, tu as écrit que tu étais not an activist. Ouais. C'est quoi? Il y a une référence ou pourquoi est-ce que tu dis que je suis pas un activiste? Parce que c'est une bonne question. J'ai une estime énorme des activistes qui mettent leur cœur, leur vie, qui dédient tout ça à une cause qui leur est chère.
Et très souvent, les activistes sont quand même impactés directement. Si tu regardes aux États-Unis, il y a plein d'activistes en fait qui n'ont pas le choix d'être activistes. Ils le sont parce que leur famille a été touchée par des polluants éternels, par exemple, pour les PFAS. Et en fait, quand ton papa ou ta maman a un cancer et que c'est dû à l'usine qui est juste à côté de chez toi, à côté de laquelle tu as grandi, bah en fait, ça t'énerve. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'usine de PFAS juste à côté de chez moi et d'avoir grandi à la campagne. Donc, je me définis pas comme un activiste. Je me définis comme quelqu'un qui peut aider cette cause-là et qui peut espérer être activiste un peu plus tard. J'adorerais être activiste. Okay. Mais ça veut dire que tu as pris la définition activiste le terme français. Malgré le fait que tu es aux États-Unis, tu n'utilises pas la version américaine qui est peut-être plus large et ouverte. C'est un bon point. C'est un bon point. Il va falloir que je revoie ma bio LinkedIn. Non, mais c'est intéressant. Tu parlais d'activiste canapé. Avant, tu vois, j'ai l'impression que être activiste canapé, ça voulait dire tu vas sur change.org, tu regardes des pétitions, tu signes, tu sais pas trop si ça va donner quelque chose ou pas, tu sais pas trop où est-ce que ça part, tu sais pas trop si les gens les regardent, si ça a un impact. Qu'est-ce que ça apporte en plus du coup par rapport à un change.org, à un Chili? Alors, signer une pétition, ça a de l'impact. Ça, il faut le dire. Lorsque tu es activiste et que tu as besoin de discuter d'un sujet avec un député, la première chose que le député va regarder, le ou la députée va regarder, c'est le nombre de personnes mobilisées autour de cette cause. Donc la pétition est un très très bon moyen de dire, écoute, on a réussi à faire signer 100 000 personnes sur ce sujet, on pense que c'est un sujet de société, parlons-en. Maintenant, c'est un peu la première étape. Et donc du coup, dans l'expérience de l'activiste canapé, quand tu signes ta pétition, effectivement, tu n'as pas trop de signaux de vie ensuite de la campagne. Ouais. Tu es un peu mise à l'écart, donc tu vas recevoir des newsletters. Parmi toutes les newsletters que tu reçois, ça va un peu se perdre. Tu vas un peu perdre cette cause. Nous, ce qu'on essaie de te faire, c'est de t'inscrire dans l'histoire de chacune des campagnes. Donc, d'essayer de te rapprocher de l'activiste qui originel, ouais. cette campagne et de dire, en fait, si tu as des questions à poser à cet activiste, tu as un chat sur Chili sur lequel tu peux discuter. Donc, avec un peu de chance, l'activiste est disponible et va te répondre. Si l'activiste n'est pas disponible, en fait, tu as toute la communauté qui sera autour et vous allez pouvoir discuter de ce sujet-là. Donc en fait, on crée des micro-communautés sur le sujet qui t'intéresse à toi. Et tous les jours, tu vas avoir une action liée à ce sujet. Et l'action, qui est-ce qui l'apporte? C'est, tu vois, tu disais par exemple envoyer des mails à un député, c'est parce que c'est, reprenons l'exemple de Camille Etienne, mais c'est Camille Etienne qui va dire, OK, là, il y a un truc hyper urgent, il faut absolument qu'on aille envoyer un message à tous les députés de cette frange de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on fait et qui peut le faire, c'est ça? Exactement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les adresses email des députés. Donc là, on va demander à nos utilisateurs de partir comme des petits détectives à rechercher des adresses email des députés autour d'eux, etc. On va constituer cette base de données d'email. Deuxième étape, ça va être de quel est le message qu'on souhaite faire passer. Donc là, soit tu as l'activiste qui va écrire l'email, soit il n'a pas le temps et il va déléguer cette tâche à un des activistes canapés. Donc en fait, c'est très collaboratif comme manière de faire. Et une fois que l'action a été designée, on la publie à toute la communauté Chili. Et donc là, les gens qui sont dans ce domaine, qui sont intéressés par cette campagne-là, verront l'action arriver et pourront la faire en moins de 30 secondes. Quoi. OK. Est-ce qu'il n'y a pas une pente glissante, tu vois, à ce genre d'utilisation où en fait, si tu as 3000 personnes qui sont à fond sur ce sujet-là et que tu as 3 députés à aller contacter, en fait, qui se retrouvent avec un amas de 4000 mails, voire limite certains mails de haine, par des personnes qui sont un peu trop emballées, quoi, et du coup se retrouver facilement avec des projets qui meurent dans l'œuf parce que justement c'est allé un peu trop loin, un peu trop vite ou... Si, c'est une très très bonne question et la manière qu'on a de répondre à ça, c'est qu'on met un objectif par action. Donc on va dire que pour ce député-là, on pense que 30 emails, ça lui suffira. Et après 30 emails, l'action est considérée comme complète. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu ne verras plus cette action. Parce que du coup, les mails partent depuis l'application? Non, depuis ta boîte inbox. Okay. Ah oui, donc une personne, une fois qu'elle a envoyé un mail, elle va cocher qu'elle a bien envoyé le mail. Mais du coup, tu peux pas vérifier. Tu es dans l'application Chili, tu as le gros bouton sur lequel appuyer, tu cliques dessus. Là, on te génère l'email en fonction de ton système de valeurs et pour qu'il soit un petit peu unique. Et donc, avec la trame que l'activiste a décidé.
tu cliques sur le bouton envoyer. Et en fait, là, ça t'ouvre ton application Gmail, Outlook, Yahoo, en fonction de ce que tu utilises, avec le mail déjà pré-rempli pour toi. D'accord, ok. Tu vas cliquer sur envoyer. Une fois que c'est envoyé, tu reviens sur l'application et ensuite tu vois le nombre de personnes qui ont fait l'action avec toi, tu rentres dans le chat, etc. etc. Ah oui, mais du coup, les adresses mail ne sont pas forcément divulguées si tu n'as pas l'intention de faire l'action, quoi. Ok, oui. Et tu parlais de haine, c'est très très juste. Ce qu'on fait, c'est que la manière dont on a d'écrire les emails est toujours extrêmement positive. Et ça, pour le coup, on se donne un droit de regard avec les activistes avec lesquels on travaille de garder cette positivité et de ne surtout pas rentrer dans un discours de haine. Et ça, les activistes le savent. En fait, si jamais tu as ce genre de propos vers des députés, des journalistes ou des membres de la société privée, en fait, tu arrêtes le débat direct. Personne ne va t'écouter, quoi. Il faut toujours être extrêmement positif et raconter des belles histoires, quoi. Et c'est ce qu'on fait avec Chili. Et là, le deuxième point où je me pose cette question, tu vois, c'est est-ce que rendre l'activisme ultra simple, ça le dévalorise pas un peu? Ou tu vois, genre ces fameux députés qui savent finalement qu'il y a des applis comme Chili qui existent et qui vont recevoir 50 mails, ils vont se dire bon bah en fait c'est pas que c'est un sujet hyper important, c'est juste que c'est un sujet où il y a 50 mails automatiques qui sont partis, mais ça veut pas forcément dire que c'est un sujet qui fédère énormément. Est-ce que tu vois genre le fait de simplifier, ça fait se dire que en fait c'est plus 50 mails qu'il faut recevoir sur le sujet, mais c'est 15 000 parce que sinon ça n'a pas la même valeur. Je comprends, mais je verrais pas ce point-là comme un problème en fait. Regarde, sur Twitter maintenant, dès que tu as un sujet qui part, tous les politiques regardent ce qui se passe. Donc en fait, c'est un peu leur sonde de où va la société sur ce genre de réseaux sociaux. C'est pas malin, mais ouais, ok. Non, c'est pas malin, mais en fait. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Je trouve que Twitter s'est inscrit dans le paysage politique d'une manière assez intelligente au début. Maintenant, c'est en train de partir en dérive, c'est sûr. Mais mon objectif avec Chili, ce serait de dire, en fait, on est aussi une sonde des sujets importants de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, tu vas recevoir des actions qui sont liées au domaine qui t'intéresse. Demain, tu vas pouvoir suivre les activistes qui t'intéressent et on aura suffisamment de contenu pour que toi, utilisateur, sois capable de choisir vraiment l'action qui soit impactante. Et donc, du coup, d'être vraiment comment tu dis, intéressé par l'action que tu es en train de faire. Et donc, du coup, ce sera, je sais pas le mot en français, genuine. Ouais, c'est ça, que ce soit sincère. Sincère, merci. Voilà. Donc pour moi, je verrais pas ça comme un problème. Effectivement, le problème, c'est si un député demain reçoit 4000 emails, a priori, ça va pas lui faire plaisir. Mais il va se dire, il y a quand même un sujet, quoi. Et ça, on le voit déjà, quand on commence à envoyer 50 emails, les gens souvent bloquent les emails et ensuite appellent, essaient de trouver un peu la source. Et quand ils la trouvent et que c'est des activistes, les activistes du coup rentrent par la porte royale et ont un sujet de discussion avec les entreprises ou les politiques derrière. En disant, mais il y a un vrai sujet. Et on est en train de révolutionner l'activisme et le plaidoyer, entre guillemets. Est-ce qu'il y a il y en a d'autres des applications comme la vôtre qui existent sur des modèles similaires? Alors, je pense à Tooton's Club, mais qui est plus sur des gestes individuels de Bertrand. Oui, sur les gestes individuels, je pense que j'en connais un petit paquet de challenge, défis, un peu à la Ma Petite Planète ou ce genre de choses où tu peux te comparer aux autres, mais du coup, c'est chacun un peu dans son coin en comparaison avec d'autres, mais ça reste des actions très individuelles. C'est genre, j'ai pris une douche de moins de 2 minutes ou ce genre de choses, quoi. Exactement. Et ça, pour moi, c'est la première étape. C'est de créer, de fédérer une communauté autour de ces sujets et d'essayer d'évangéliser un peu ce sujet-là. Des actions exactement comme la nôtre, il n'y en a pas en France. Enfin, j'en connais pas. Donc, si jamais quelqu'un en connaît une ou est le fondateur, je suis ravi de discuter avec eux. Il nous faut tout le monde sur ces sujets-là. J'avais rencontré le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Tulip, qui est plutôt au UK. Et eux font de l'activisme sur les shareholders d'une entreprise. Okay. Donc aide-moi, je sais pas le mot. Les actionnaires. Les actionnaires d'une entreprise. Et en fait, ils se débrouillent pour, entre communautés, racheter suffisamment de parts d'une entreprise pour avoir un droit de vote à l'AG. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu peux commencer à avoir des discussions assez intéressantes. Oui, intéressant. Ouais. C'est Lia et Léo de Tomorrow qui sont passés dans le podcast qui ont fait ça. Ils sont allés à Londres. Je dis pas de bêtises, c'est peut-être une assemblée générale de Shell ou de PP, je sais plus. Bon, ils me corrigeront s'ils écoutent l'épisode, mais du coup, voilà, pour pouvoir justement aller voir comment ça se passe de l'intérieur, tu achètes quelques actions et puis tu te rends à l'AG et pour essayer de faire un peu de
sensibilisation. Ouais. Ok. Donc ouais, pas trop d'autres initiatives. Comment est-ce que tu vois, toi, l'intégration de cette tech dans le combat climatique et social versus de la sobriété? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur toi qui as monté une boîte valorisée à plusieurs milliards maintenant, sur très B2B, très tech, très startup. Voilà, ça va connaître ton point de vue sur technologie et climatologie. Comment est-ce que tu imbriques les deux? Première partie de réponse, ce serait autour de l'open source. Il y a un concept sur la technologie qui s'appelle de l'open source. Donc, tout le monde va travailler ensemble sur une technologie pour réussir ou essayer de résoudre des problèmes qui sont globaux et qui sont extrêmement complexes. Donc, du jour au lendemain, tu peux avoir une communauté de 1000, 2000 développeurs qui vont travailler ensemble sur un même sujet. Et ensuite, qui vont donner accès à ce code qu'ils viennent d'écrire à tout le monde, de manière gratuite. Ça, pour moi, c'est un peu la vision ultime de l'activisme. Il faut qu'on arrive à créer ce paradigme d'open source sur de l'activisme, que les bonnes pratiques soient partagées, que tout le monde discute ensemble, que ce ne soit pas un domaine qui soit trop en silo, que la connaissance, encore une fois, soit partagée. Si on arrive à faire ça, on a déjà un premier rapprochement du monde de la tech et du monde de l'activisme. Ça, c'est la première partie un peu organisationnelle. Ensuite, sur la partie impact, ce qu'on voit en ce moment, c'est tous ces modèles d'intelligence artificielle qui consomment énormément de ressources. Et c'est vrai. Pour mettre un peu de contexte, je ne sais pas à quel point les auditeurs connaissent tout ce milieu-là. Il existe aujourd'hui des ChatGPT, des Claude, des Mistral, qui sont des modèles très, très généraux, très généralistes. Ils consomment beaucoup d'énergie, beaucoup de données pour être capables de te répondre à n'importe quelle question. Donc ça, c'est effectivement des choses qui prennent énormément de ressources, mais qui font avancer la recherche quand même dans ce domaine-là. Maintenant, il y a plein de développeurs et de chercheurs qui sont en train de bosser sur des modèles un peu plus spécialisés. Donc des modèles qui sont beaucoup plus petits, qui sont capables de faire qu'une seule chose, qui ont été entraînés à faire qu'une seule chose. Et là, pour le coup, tu as des applications qui sont très, très intéressantes. Okay. Surveillance de la qualité de l'air, par exemple. Optimisation de la consommation d'énergie d'un bâtiment. Et donc là, tu te retrouves à devoir entraîner ce fameux modèle d'intelligence artificielle sur des scopes beaucoup plus petits, et donc du coup d'avoir un impact de consommation un peu plus faible. Et ensuite, la chose qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que tu consommes et qu'est-ce que tu vas réussir à éviter. Si on regarde ce qu'on appelle les fameuses bombes carbone que Data4Good a un peu démocratisé, vous pouvez sur le site carbonbombs.org. Une bombe carbone, en très rapide définition, c'est un projet très souvent pétrolier et gazé qui va émettre au cours de sa vie plusieurs millions de tonnes de CO2, voire des milliards de tonnes de CO2. Donc, moi, mon approche, c'est de dire, si la tech que je suis en train d'écrire et de produire consomme moins de quelques trillions de billions de CO2 émis, et qu'à côté de ça, j'arrive à empêcher ce genre de projet, en fait, je suis gagnant. Donc, autant essayer d'utiliser la technologie pour rendre grand public des sujets qui sont très, très techniques, pour essayer d'aller éviter un certain nombre de CO2 émis dans l'atmosphère. C'est un peu ça ma philosophie. Je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde. C'est très, très clivant comme sujet. Tu me poses des questions un peu qui piquent. Mais, ça va, ta réponse n'est pas non plus inaudible, j'ai l'impression. Mais non, je suis assez d'accord avec ton point de vue. Il y avait un élément que j'avais pas, c'était effectivement l'open source. Et maintenant que tu le dis, je le retrouve dans beaucoup des sujets, des projets à impact que j'ai suivis au fur et à mesure de ma carrière. Le tout premier que j'ai suivi, c'était Plastic Odyssey quand je bossais dans le recyclage du plastique. Donc ils ont monté une machine qui a fait le tour du monde pour aller faire du recyclage plastique. Et eux, en fait, ils ont créé des machines de pyrolyse qui permettent de recycler du plastique usagé. Ils ont mis tous ces schémas en open source pour que les populations locales dans les endroits où ils allaient puissent aussi avoir leurs propres machines, les faire eux-mêmes, etc. Ensuite, il y a un modèle de Team for the Planet où à chaque fois qu'ils accompagnent une nouvelle innovation, en fait, un de leurs engagements, un de leurs prérequis pour investir dans une entreprise, c'est que cette entreprise mette en open source tous ses projets.
que ce soit Coolroof, donc la peinture blanche, que ce soit Léviathan Dynamique, donc les refroidisseurs à eau plutôt qu'au gaz fluoré, etc. Et tu as raison, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc qui est la mise en commun et le fait que en fait, n'importe quelle solution technologique doit pouvoir être apportée de tous quand elle existe et qu'elle est viable. En parlant de viable, d'ailleurs, Chili Club, toi qui es un entrepreneur de la Startup Nation chevronné, c'est quoi le business model de Chili Club? Est-ce que c'est censé être un à côté qui reste non rentable, enfin, qui est une organisation gérée à but non lucratif, ou comment est-ce que vous fonctionnez? Non, on est une vraie entreprise. On est 8 en tout chez Chili. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de faire de l'argent. On est encore en train d'explorer. Là, on se focalise vraiment sur le produit et l'expérience qu'on va donner à nos utilisateurs. La chance qu'on a dans le monde des startups, c'est qu'on est capable de lever des montants d'argent qui nous permettent d'essayer de craquer un sujet. Donc, on est encore dans cette phase-là d'essayer de craquer le sujet. L'application qu'on a aujourd'hui, elle est très, très bien. Je pense qu'on est peut-être encore à 1 ou 2 itérations de réussir à craquer une rétention utilisateur qui soit suffisamment intéressante. Et une fois qu'on aura craqué ce premier sujet, on est une toute petite équipe, de se focaliser sur le deuxième sujet qui est le business model. On a plein d'idées qu'il faut encore tester, quoi. Voilà. Ouais. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui? On a 15 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Donc, on a démarré principalement en France parce qu'on connaissait bien le monde de l'activisme ici, en France. Et donc là, on a commencé à déployer un peu plus notre application et notre écosystème aux États-Unis. On pense qu'il y a énormément d'impact à avoir. Les plus grosses bombes carbone sont aux États-Unis. Ouais. Heureusement pour la France, les 2 plus grosses banques françaises ont commencé à dropper plein de projets de carbone bombes, etc. Donc ça, c'est des super nouvelles. Mais aux États-Unis, il reste encore énormément de travail à faire. Donc là, on est en train de lancer des grosses campagnes aux États-Unis contre la banque Citibank, par exemple, qui est à New York. Donc là, c'est important pour nous d'être sur place à New York. C'est pour ça que j'habite à New York, de rencontrer des activistes locaux et d'être régulièrement devant les bureaux de Citi pour connecter avec des activistes qui mettent corps et âme dans ce combat-là. Et de l'autre côté, donc, vous avez d'un côté des utilisateurs qui sont votre task force, en gros, éclair, et puis de l'autre côté, vous avez des activistes qui proposent des projets et qui proposent des actions. Vous travaillez avec qui aujourd'hui? Donc, tu disais Camille Etienne, tu disais Adélaïde, je me souviens même plus de son nom de famille. Sur le sujet, il y a les Belges, je crois, aussi. Vous travaillez avec qui? Donc, on en a plein aux États-Unis en ce moment, du coup. D'accord. On a des gens au Texas. On a une mère de famille qui s'appelle Rochetta, qui a, je pense, 5 ou 6 enfants et qui se bat sur ces sujets climatiques et qui est devenue activiste à temps plein, quoi. Et travailler avec ce genre de personnes, c'est très, très, très inspirant. Tu vas voir des gens qui vont dédier leur vie à combattre des géants du pétrole, des banques, pour faire en sorte de sauvegarder leur écosystème, quoi. Il y a un truc qui me choquerait toujours, je pense, avec la vision de l'activisme en France et des éco-terroristes, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un ou une jeune de 25 ans qui se bat pour la protection de sa planète, dans laquelle il ou elle va grandir, est considéré comme terroriste, alors que les gens qui sont en train de détruire notre planète, on leur donne des médailles parce qu'ils rapportent énormément d'argent. Et ça, c'est un concept que j'arrive pas vraiment à comprendre, quoi. Le mérite, je le comprends pas vraiment. J'arrive pas à comprendre le traitement médiatique et c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Voilà. J'avais envie de le dire. Non, je comprends. Et si tu veux, on en fera une petite vidéo qu'on mettra sur les réseaux sociaux. Coup de gueule de Xavier Durand. Ouais, exactement. Ok, non mais hyper inspirant. C'est quoi ton espoir alors pour les prochaines années vis-à-vis de Chili, vis-à-vis du monde de l'activisme? Alors moi, j'ai une petite fille qui a 2 ans. Petit moment émotionnel, mais quand elle aura 18 ans, j'ai envie de la regarder droit dans les yeux et de lui dire j'ai tout essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais avec mes compétences. Malheureusement, je suis pas ingénieur en nucléaire. J'ai pas pu développer la nouvelle centrale nucléaire hyper performante. Je suis pas un homme politique. Donc avec mes petits moyens, mes outils à moi, j'ai vraiment tout essayé pour essayer de faire en sorte que tu vis dans un monde qui soit pas trop éclaté, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Tous les jours, quand je me réveille, que je vais la chercher dans son lit, je me dis je peux pas laisser tomber. Il faut que j'y aille, quoi. Le deuxième, c'est de me dire, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est d'essayer de convaincre plus de personnes de venir dans ce combat.
dans le combat de l'activisme, mais dans le combat du climat. Il y a énormément d'entrepreneurs en France qui sont hyper inspirants. Je pense notamment à l'équipe de Data for Good avec Lou et Théo. Complètement. Lou qui était passé dans le podcast il y a très longtemps. Il faut qu'on refasse un épisode avec elle d'ailleurs. Ils sont super sympas. On bosse souvent avec eux. Donc par exemple, eux dédient une partie de leur temps toutes les semaines à lancer des projets qui font du bien, quoi. Data for Good. T'as Maud Caillot de Green Gods qui lance une banque écolo. Il faudrait que tu l'aies, je sais pas si tu l'as déjà interviewé, mais pareil, elle est super sympa. J'avais une co-animatrice sur le podcast il y a quelques années, Célia, et qui l'avait eu pour un épisode assez court d'une 15aine de minutes sur pourquoi c'est important de changer de banque. Bah, si tout le monde écoute, changer de banque, aller chez Green Gods, c'est très très important. C'est la première étape que vous pouvez faire et c'est ce qui a le plus d'impact sur un citoyen. Donc oui, tu as énormément d'entrepreneurs et en France, c'est un très bel écosystème. Il faut que cet écosystème grandisse, qu'il y ait plus de monde qui viennent. Et je trouve ça assez inspirant de voir cet écosystème grandir. J'ai un peu l'impression d'être au début du SaaS en France en 2014, quand il n'y avait pas encore de recettes magiques de comment faire un SaaS. Donc tout le monde allait dans toutes les directions et tu avais une petite communauté de gens qui essayaient de faire des SaaS, qui essayaient de s'inspirer de ce qui se passait à San Francisco, à New York. Mais il n'y avait pas cette communauté, cet écosystème qu'on a aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on est un peu à ce début-là, sur la partie climat entrepreneuriale, de gens qui cherchent un peu comment on va résoudre ce problème, comment on va réussir à créer des business inspirants, comment on va inspirer la nouvelle génération d'entrepreneurs à monter des entreprises là-dedans. Et tu vois le nombre d'entrepreneurs qui ont déjà monté une première boîte, qui maintenant veulent dédier leur vie à la cause du climat. Tu vois, c'est Bertrand de Toutons, il a fait la fourchette avant. Maintenant, il est à fond sur le Toutons Club, quoi. Et Marc Laurent, qui était dans le milieu d'investissement, qui fait Carbon Facts. Frédéric Mazella de Blablacar, les fondateurs de Asterion Venture, qui est un fonds de VC à impact, qui a déjà monté une ou deux boîtes. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une accélération de l'envie de financer des projets qui font du bien à la société, que ce soit d'ailleurs environnemental ou social. J'ai participé il y a 3 semaines, j'étais invité par la Regent School, super nouvelle école qui lance sa deuxième promo en septembre là. Je vous en reparlerai d'ailleurs bientôt. Et donc j'ai participé, j'étais jury pour un Impact Pitch Day, et donc il y avait une quinzaine de projets à impact qui pitchaient et ils étaient censés être des projets tout nouveaux qui arrivaient sur la scène, etc. Et en fait, j'étais hyper surpris par leur capacité de vision, par leur avancement, par là où ils en étaient, et c'était des projets qui étaient hyper inspirants, qui allaient justement de la gestion, tu parlais tout à l'heure de modèles IA assez spécifiques, et en fait c'était des modèles d'entraînement IA très spécifiques pour la gestion agricole dans des pays en difficulté, et qui ont des difficultés à voir ce qui est bon, ce qui est moins bon pour leur sol, etc. Et il y avait beaucoup de projets très 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 cool. J'ai l'impression qu'on est à ce démarrage-là. Ouais, et c'est très très excitant. Ça fait peur parce qu'il n'y a pas de recette magique, et il va falloir qu'on la trouve ensemble. Mais c'est la force des entrepreneurs, je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des entrepreneurs et des activistes, de trouver cette nouvelle recette et ce nouveau monde dans lequel on va évoluer, quoi. Ouais. Il y a un autre truc aussi, je ne sais pas si c'est un signal faible, mais il y a 4-5 ans, quand je voulais placer un peu d'argent, trouver des entreprises qui m'attirent, qui m'inspirent, et dans lesquelles je me disais, tiens, là, j'ai vraiment envie de tenter le coup et de les aider, de les booster, j'avais juste du mal à trouver les bons projets. Et aujourd'hui, j'ai plutôt juste du mal à choisir les projets parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, maintenant, il faut commencer à faire son choix entre les différents projets. Et c'est plutôt ça qui est difficile. Et finalement, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Ouais. Moi, dans ce cas-là, j'ai une thèse spécifique d'investissement où tous les gens qui ne rentrent pas dans cette thèse, malheureusement, je dois leur dire non. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui se lancent, quoi. Oui. Parce que du coup, on n'a pas trop abordé ce sujet, mais avec Aircall, vous avez revendu. Non, on appartient encore aux fondateurs et aux investisseurs. On n'a pas encore vendu. D'accord, ok. Ça marche, parce que je me suis dit peut-être que la petite maison à New York, c'était l'argent Aircall, et qu'après, du coup, tu pouvais faire des petits investissements, projets sympas. Quand tu montes une boîte aussi grosse, tu as forcément une contrepartie financière qui est intéressante. Ouais. Mais pour l'instant, Aircall reste mon meilleur investissement financier, donc ne surtout pas sortir. J'imagine. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs avant qu'on coupe cette interview, qu'on fait à distance d'ailleurs? J'ai oublié de le mentionner au tout démarrage, mais bien sûr, tu es à New York, on l'a dit rapidement.
et donc tu n'as pas fait l'aller-retour juste pour passer dans le podcast. Non, malheureusement, j'évite de faire un maximum d'aller-retour. Le dernier mot que j'ai envie de dire, on a beaucoup parlé d'activisme, d'engagement, de militantisme. Je pense qu'il y a une lame de fond qui est en train de se créer. Il y a on peut appeler ça une petite révolution, une petite révolte qui est en train de parler. On a tous une petite voix en nous d'injustice sur différents sujets. Je pense qu'il faut écouter cette petite voix et aller au bout de ses idées. Et on sera tous surpris de la force d'une communauté. Et le nombre d'exemples que je peux vous citer de petites actions bien coordonnées qui ont fonctionné grâce à Chili est assez incroyable. Et je pense qu'on est vraiment au début de cette lame de fond de militantisme et je vais appeler ça une rébellion de la jeunesse pour essayer de trouver un monde dans lequel on peut tous grandir et tous vivre plus tard. Donc écoutons cette lame de fond, marchons avec elle et ça va bien se passer. Il y a 2 questions en fait que j'ai oublié de te poser. C'est quand est-ce que ce sera accessible pour les propriétaires Android? Ouais. C'est la première question et la deuxième. Et la deuxième, vas-y, réponds à celle-ci, puis je te poserai la deuxième juste après. Okay. Donc, première question, donc en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a encore une toute petite équipe, on a des ressources très limitées, et on est encore dans cette phase de réflexion de quel est le produit qui correspond à notre audience, et pour ça, on a besoin d'itérer de manière fréquente sur notre application, de rajouter des fonctionnalités, d'en enlever, de changer la narrative qu'on décrit dans l'application, etc. Lorsque tu dois maintenir 2 applications en parallèle, en fait, il te faut presque doubler la taille de ton équipe technique. On peut pas le faire aujourd'hui. Et c'est aussi 2 fois plus de travail. Donc, première question, c'est sur Android, on n'est pas disponible aujourd'hui. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a rendu accessible les actions qui sont dans l'application à n'importe qui sur Internet. Donc, il te faut juste un lien d'une action. Donc, ce sera un lien chili.club/l'action. Et là, depuis ton navigateur Internet, et donc du coup, depuis ton Android, tu vas pouvoir faire l'action. Ok, donc il faut un copain ou une copine qui a un Apple qui t'envoie le lien, quoi. Exactement. Et la seule chose auquel tu n'auras pas accès, c'est la communauté, les points que tu gagnes lorsque tu fais des actions, etc. Ok. Et deuxième, c'est, tu disais, on a permis de nombreuses réussites déjà grâce à Chili. C'est quoi votre plus bel engagement, le truc que vous avez le mieux réussi avec cette communauté? Il y a une réponse émotionnelle là-dessus, qui sera la première partie de ma réponse, et la deuxième qui seront plus des exemples. La réponse émotionnelle, c'est tous les utilisateurs qui s'inscrivent sur Chili ont les fondateurs de Chili, leur écrivent en direct sur le chat Chili en leur souhaitant la bienvenue. Et là, en fait, tu crées une communication directe avec tes utilisateurs qui s'inscrivent. Et en fait, le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui nous disent « Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas quoi faire, j'ai signé des pétitions, mais je ne savais pas quoi faire de plus. Et là, vous me rendez tout ça hyper simple avec un gros bouton rose. Et merci, merci. » En fait, ça me fout des frissons, quoi. Tu vois, de permettre à n'importe qui, à tous ces activistes canapés qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas forcément accès à de l'activisme autour d'eux, c'est beau, quoi. Et un autre exemple, c'est un utilisateur qui... handicapé moteur, pouvait pas sortir de chez lui, donc il ne peut pas aller à des marches climat, c'est trop compliqué pour lui. Et donc du coup, sa manière à lui de faire de l'engagement, c'est via Chili. Donc c'est un de nos utilisateurs les plus actifs. Il est à fond tous les jours, il se réveille, il fait son Chili et au moins il participe au mouvement, quoi. Donc c'est l'accessibilité de l'activisme qui est, je trouve, fabuleux. Ça, c'était la première partie de ma réponse. Deuxième partie de la réponse, je l'ai oubliée. Les exemples. Les exemples, merci. Les exemples, 3 campagnes. Donc, on a parlé d'Epiphase, ça c'était la première. Voir cette mobilisation en 2 semaines et voir que Chili a pu aider sur la partie digitale à faire en sorte que cette loi passe, pour moi, ça a été un très très beau succès. Le deuxième, c'est Stop EACOP. EACOP, qui est un pipeline en construction en Afrique par Total Energy, qui va déverser des tonnes et des tonnes de CO2 par an. Donc, c'est une bombe nucléaire, enfin une bombe carbone. Une bombe de carbone, ça va détruire des zones protégées où des lions, des girafes, des hippopotames vivent. Ça passe par des lacs magnifiques, etc. Total Energy, pour construire ce projet, a besoin de financement, donc de banques, d'investisseurs, d'assurances, de fournisseurs, etc. Et ce qu'on fait grâce aux activistes, c'est de la mobilisation pour discuter avec les banques et en leur disant attention, si vous signez ce projet, en fait, vous sortez
accords de Paris que vous avez signés il y a quelques années. Donc, faites gaffe. En fait, ce qu'on fait, c'est juste aussi du lobbyisme opposé au lobbyisme de Total de l'autre côté. Et grâce à la communauté des activistes et la communauté de Chili, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait plus de 20 banques qui se positionnent comme étant contre ce projet et qui ne financeront pas ce projet. Donc, il en reste encore quelques-unes à aller chercher, notamment aux US et en Chine, un peu plus technique. Mais on ralentit à chaque fois qu'une banque dit non, on ralentit le projet ICOP et on delay ce projet-là d'arriver. Oui. Ça, c'est un succès juste avec des petites personnes qui se coordonnent un peu bien, qui arrivent à se battre contre un géant pétrolier. Je trouve ça fabuleux, quoi. Voilà. Le troisième exemple que je peux citer rapidement, c'est la loi de la restauration de la nature qui est passée en Europe en février, je crois. Donc là, tu as une grosse mobilisation en ligne et sur place à Bruxelles. Et donc là, Chili, effectivement, a fait partie de cette coordination digitale. Voilà. Donc, toutes les petites voix comptent. Aidons les gens qui sont sur le terrain. Et on a vraiment besoin de vous. Ils ont vraiment besoin de nous. Donc, allons-y ensemble. Magnifique. On mettra dans la description de cet épisode le lien pour télécharger l'app. Et puis, merci beaucoup, Xavier, d'avoir pris le temps de cet appel à distance. On fait rarement des épisodes à distance, mais voilà, j'ai été vraiment inspiré par cette appli. J'avais l'impression de découvrir vraiment un nouveau sujet. Donc, je trouvais ça super cool, surtout qu'en plus, les sujets PFAS, les sujets ICOP, c'est des sujets que j'avais suivis. Et je m'étais pas rendu compte que en fait j'avais aussi moyen moi de participer à ce truc-là parce que je l'avais suivi via les canaux de Camille, etc. de Anne-Sophie Novel aussi de Bloom. Mais voilà, du coup je trouve ça hyper intéressant de me dire que j'aurais pu y participer aussi. Voilà, donc rejoins pour le prochain combat du coup. Exact. J'ai pas d'iPhone, mais on sortira l'application Android pour toi alors. Exactement, merci beaucoup, ce serait cool. Si tu pouvais faire ça pour la semaine pro, ce serait nickel. Je demande à l'équipe. Trop cool, merci beaucoup Xavier. Et puis si vous êtes encore là à nous écouter, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés, on vous adore. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des étoiles pour nous soutenir, ça nous aide énormément. C'est vraiment notre meilleur moyen de montrer aux autres qu'on a un podcast de qualité avec des invités de qualité. Alors faites-le, partagez-le sur LinkedIn. Envoyez-moi des petits messages sur LinkedIn si vous voulez aussi que je repartage ce que vous faites. C'est avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve ici dans 10 jours, sur Instagram tous les jours, et puis sur LinkedIn si vous avez envie de m'envoyer un petit message. Ciao, à plus. Merci beaucoup, au revoir. Hop. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.